Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Mais là, quand même, quelque chose a été fait, apparemment, d'être d'un peu différent, on va en parler. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a présenté devant le Sénat le bilan du démantèlement du camp du Crack hier. Voilà. C'était mercredi, le fameux camp du Crack de la Villette, il y en a eu d'autres, il y a eu Éole, etc. Et il a dit, là, ça y est, les policiers vont rester. 1000 policiers ont été mobilisés hier. Et cette opération, dit le ministre de l'Intérieur, permettra de laisser pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, s'il le faut, des centaines de policiers à Paris, entre la place de Stalingrad jusqu'aux deux villes d'Aubervilliers et de Pantin. Alors, effectivement, ça a été un long combat qu'a mené l'association Villette Village, qui regroupe 200 personnes, commerçants et autres, qui souffrent au quotidien de cela, et leur avocat, maître Gilles Moser. Bonjour Gilles Moser. Bonjour André Berkov. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous d'abord le combat, depuis quand tout ça dure, depuis quand cette association, depuis quand ces protestations, et combien de temps ça a mis tout cela? La réponse est bien simple, c'est-à-dire que la genèse de cette crise, en tout cas pour les riverains de la Porte de la Villette, prend naissance dans la crise du Jardin d'Éole, qui avait été largement médiatisée. Et donc pour les riverains de la Porte de la Villette, et pour ses habitants en particulier, c'est en septembre 2021, effectivement, que en codécision, la ville de Paris et la préfecture de police de Paris ont installé délibérément et sans consultation préalable des riverains un camp du Crack en bas de chez eux. Sans consultation préalable, sans aucune consultation. Alors, c'est même au-delà de la consultation, parce que la consultation suppose de demander un avis, c'est même sans information préalable. Ah d'accord. C'est-à-dire que ça s'est fait vraiment du jour au lendemain. Un parc qui était dédié aux enfants, un simple jardin public, a été réquisitionné. Il n'y a pas d'autre mot, sans aucun titre. C'est une occupation illégale, un accaparement illégal du domaine public, pour loger, même pas loger, parce que la plupart des toxicomanes, il faut le dire, sont logés ailleurs, pour héberger un hub, un centre commercial du crack à ciel ouvert, un centre de consommation, un marché sauvage du crack. Voilà. Donc ça fait un an. Ça fait un an, André Berkov, que ça dure. Et pour cet anniversaire, effectivement, l'association Villette Village, après beaucoup d'interpellations publiques, beaucoup d'appels à l'aide, beaucoup évidemment de rencontres avec un maximum d'autorité, l'association a fini par attaquer en justice son administration. Donc on se retrouve dans cette situation paradoxale. Vous attaquez qui à ce moment-là? Qui est attaqué en justice, justement Alors là, spécifiquement, c'est devant le tribunal administratif que ça se passe. C'est effectivement la préfecture de police de Paris et la ville de Paris qui sont attaqués au tribunal. Voilà. Donc parce que c'est deux autorités qui ont des compétences mêlées, on va dire, pour gérer ce dossier. Et voilà. Et donc, il a fallu attaquer pour qu'il démantèle, donc, hier, ce camp, cette place Forceval, effectivement, qui était, comme vous dites, c'était une place pour les enfants, pour les jeux, pour des, voilà. C'est ça. Alors, il a fallu attaquer, et puis il a fallu beaucoup de faits divers, puisqu'il y a eu beaucoup de faits divers qui ont défrayé la chronique, en tout cas locale, avec notamment dernièrement l'agression d'un nonagénaire, Jean-Baptiste de 92 ans, sur le secteur qui a été attaqué par une droguée, qui a été presque, tabassée, terrible. On a vu les images. Voilà, donc, si vous voulez, la multiplication de faits divers, plus notre action, plus le désespoir, plus la crainte aussi d'une réaction des riverains, puisque à Éole, à l'époque, ça avait été déplacé par le préfet parce qu'il y avait un début de réaction violente des riverains. Violente, bien sûr. Je pense, c'est normal, le désespoir, la détresse. Vous savez, vous avez des commerçants qui ferment le boutique, qui vendent leur commerce, qui ont perdu 80% de chiffre d'affaires. Et donc ça a duré un an. Ça a duré un an entre l'installation de ce. Voilà, un an au lieu de quelques heures. Je le rappelle, déclaration publique de notre ministre de l'Intérieur le 29 septembre 2021, quelques jours, voire quelques heures de présence de ce camp. En parallèle, il édifiait un mur quand même. Donc pour un camp qui devait exister quelques heures, c'était vraiment. C'est entre les paroles et les actes. C'est une appréciation curieuse de la temporalité, on va dire. Et du provisoire. Et alors là, quand vous l'écoutez dire, Maître Moser, quand vous l'écoutez dire, écoutez, cette opération permettra de laisser plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, s'il le faut, des centaines de policiers à Paris, entre la place de Stalingrad, etc., et Aubervilliers et Pantin. Est-ce que
franchement, est-ce que ça va être comme d'habitude? Ça va être ça, opération spectaculaire, etc. Très bien, on démantèle. Et ça va se retrouver ailleurs? C'est le déplacement, c'est le jeu de go, c'est quoi? Vous l'avez dit, d'abord c'est un soulagement pour les gens. Là, j'ai des remontées de terrain, j'ai quand même des gens qui me disent ça fait quand même bien longtemps que j'ai pas dormi comme ça. Ouais. Donc c'est quand même d'abord un soulagement, mais évidemment il y a la question et maintenant, parce qu'il y a peu d'informations sur le dispositif, et notamment sur le dispositif sécuritaire. Alors laisser des policiers en présence, très bien, mais il faut voir ce que c'est actuellement. Vous avez une omniprésence de la police sur place. Je me demande si ça va durer. Si c'est le cas, tant mieux, mais c'est quand même pas normal. C'est quand même pas normal. Mais oui, pour l'instant, c'est un soulagement. Maintenant, on a un manque de garantie. Vous savez, c'est pas une garantie d'avoir une force policière présente pendant éternellement. C'est très cher. Donc, on attend encore des informations, des remontées, mais on est quand même dans le soulagement, mais aussi dans une nouvelle inquiétude. Oui, c'est ça. C'est le soulagement, évidemment. Pour les centaines de riverains, pour les gens qui vivent là-bas, c'est évidemment, comme vous dites. André Berkoff, on est aussi dans l'étonnement. Parce qu'il y a des déclarations, vous parliez tout à l'heure des déclarations de M. Darmanin, mais nous, ça fait 1 an qu'on attend quand même que ça bouge. Mm-hmm. Et là, du jour au lendemain, on démantèle un camp, on vous explique qu'on fait des miracles. On se demande pourquoi avoir attendu aussi longtemps, parce qu'en 1 an, il s'est passé beaucoup de choses. Hein. Et voilà, c'est quand même c'est lunaire. On a quand même un ministre qui vous dit que l'ordre public est rétabli. Le juriste que je suis, à la faculté, on vous apprend le raisonnement à contrario. Donc, à contrario, l'ordre public n'existait donc plus depuis 1 an. Et voilà. On était dans les zones de non-droit, comme on dit. Les zones de non-droit, etc. Alors, juste un mot, Gilles Moser, que pensez-vous de la réaction de la mairie de Paris, Anne Souyris, qui dit oui, pourquoi Nunez Laurent, donc le nouveau préfet, recommence le même processus, évalué sans solution construite de prise en charge préalable? Comment penser que ces usagers écriture inclusive .es de drogue en déshérence sociale ne vont pas se retrouver entre Stalingrad et hall d'immeubles? Effectivement, c'est aussi une question. Le problème de la communication de la ville, là, il y a quelque chose qu'il faut mettre au crédit de M. Nunez, c'est il a quand même pris un peu le problème à bras le corps et il est venu discuter déjà avec ses administrés. Chose que ne faisait pas M. Lallemand. Et donc il faut reconnaître ce mérite à M. Nunez et un peu ce courage aussi. Même s'il y a des errements passés. Alors que la ville de Paris, elle, alors qu'elle a un rôle quand même primordial, puisque l'ordre public, évidemment, c'est la mairie de Paris aussi. Voilà, il y a la mairie de Paris aussi. Et je vous rappelle que la mairie de Paris, elle a des insuffisances fautives dans ce dossier, notamment en termes de salubrité, de santé. Excusez-moi. Et effectivement, je crois qu'elle est assez malvenue de toujours donner des leçons à la préfecture, alors qu'elle est co-responsable de cette situation, et que la préfecture, en parallèle, je crois aussi, annonce quand même des relogements. Donc, attendons de voir. Moi, je ne vais pas être dans l'attaque à tout va. C'est vrai qu'on est encore... on attend encore de voir un peu le bilan. Mais Madame Souyris a toujours une position qui relève presque du chantage. C'est-à-dire que la mairie de Paris, vous savez, c'est une couleur politique particulière et ils sont dans une position dogmatique par rapport à la crise du crack, c'est-à-dire que leur solution miracle, c'est les soldes de shoot. Et c'est tout. Et il n'y a pas d'alternative. La préfecture, elle, est d'une autre couleur politique et a une autre opinion, manifestement, en tout cas est encore en réflexion. En tout cas, les clients s'y opposent. En tout cas, ça au moins, effectivement, des associations se battent, prennent des avocats, se battent, et c'est la moindre des choses, évidemment, quand son quotidien est pollué. Et André Berkoff, moi, j'invite tous les riverains qui se retrouvent dans cette situation, tous les confrères aussi, les juristes d'associations, à s'emparer du sujet, parce qu'on a des véritables armes légales. C'est une question de philosophie de l'ordre public. C'est-à-dire que la loi, déjà, impose une tenue de l'ordre public à l'administration. Mais c'est aussi notre contrat social. Il faut le faire respecter. Et pour le faire respecter, malheureusement, on est obligé d'en faire appel au juge. Aujourd'hui, c'est quand même assez sidérant de se retrouver avec des administrés, des citoyens qui attaquent leur propre administration pour faire garantir une simple tranquillité. Mais vraiment, j'encourage vraiment tous les citoyens qui sont confrontés à la même chose à agir, à ne pas se laisser faire, parce que malheureusement, actuellement, République française en 2022, c'est le seul moyen de se faire entendre, c'est bouger. Et actionner la justice, pourquoi pas.
Oui, je crois que je ne peux que souscrire à ce que vous venez de dire. Et de toute façon, les auditeurs de Sud Radio, vous le savez, toujours prenez-vous en main, prenez votre destin en main. Ne vous laissez jamais faire, même si c'est compliqué. Merci, Gilles Moser. Et les confrères, absolument. Parce que parfois, on n'y pense pas, on se dit que c'est un peu Goliath. Mais on a des armes et il faut agir. On est dans un état de droit. Bien sûr. Et on a des armes pour ça. Mais vous savez, c'est toujours pareil, hein. C'est ceux qui se résignent, ceux qui ne font rien, ceux qui passent sous la moquette, et ceux qui résistent, hein. Et je vais vous dire une dernière chose, André Berkoff, et après je vous laisse tranquille. Mais à Eole, justement, les gens étaient tellement fatigués par la situation qu'ils avaient refusé d'agir. Ils étaient tellement fatigués. Et là, c'est la colère qui a poussé à agir. Et oui, c'est le pire, parce qu'à un moment donné, ils refusent d'agir, et après, c'est la violence qui s'installe, pour résister et pour contrer une autre violence, cette violence que subissent les gens qui sont à proximité des camps de crack et autres. Merci encore.